Chaque année, la forteresse volante est la vedette du meeting aérien de Harlingen au Texas. Le Boeing B-17 est plus qu'un avion, c'est une légende volante. Et les héros de cette légende sont les hommes qui en ont eu l'idée et ceux qui ont su la mener jusqu'à son terme. D'abord, il y a le général Mitchell, un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il pensait qu'en cas de nouveau conflit, l'aviation serait la meilleure défense de l'Amérique et que le vainqueur en serait celui qui aurait l'aviation la plus puissante. Pour lui, le bombardement de cibles navales faisait partie des missions de l'aviation. Cette idée nouvelle allait l'opposer à la marine et à l'administration et au passage lui coûter sa carrière. Mais il aura tout de même le temps de faire la preuve de ce qu'il avançait avec un navire de guerre capturé aux Allemands, le Ostfriesland. À partir de 1930, on prend l'habitude d'une amélioration constante et rapide des bombardiers. Des nouveaux monoplans tout métal, à commencer par le Boeing B-9, font oublier les fragiles biplans de la Première Guerre. Mais le budget de l'armée de l'air augmente très peu. Une Amérique qui ne rêvait que de paix ne voyait pas bien à quoi pourraient servir des bombardiers. Et la marine, elle, voyait d'un mauvais œil la naissance d'appareils qui auraient forcément empiété sur son domaine. La guerre des états-majors a freiné le développement des bombardiers et à cette époque, ils n'ont jamais représenté qu'une force symbolique. Le B-9 a été très vite remplacé par le B-10, bien plus moderne. En dehors des manœuvres, ils ne serviront qu'à des missions de sauvetage sur des catastrophes. Par exemple, des parachutages de ravitaillement à des victimes d'inondations. Ils ont rendu d'innombrables services. L'Air Corps était toujours prêt à intervenir, et très vite, pour démontrer qu'il était indispensable. Étape importante dans le développement des bombardiers, 1933, quand l'armée lance un appel d'offres pour un appareil capable de transporter une tonne de bombes sur 8000 km. Boeing obtient le feu vert pour la construction du prototype d'un bombardier géant, le XB-15, l'année suivante, en 1934. Cet avion devait être capable d'attaquer des flottes ennemies, mais aussi des pays ennemis au-delà des océans, ce qui écartait tout conflit avec la Navy. Le premier à profiter de ce projet est Pan Am, qui avait besoin d'un hydravion de ligne long courrier. Boeing modifie très vite la voilure et différents autres éléments de son XB-15 pour réaliser ce qui sera pendant de nombreuses années le plus gros hydravion, le Clipper. Sa conception était bonne et Boeing allait pouvoir ainsi renforcer sa position dans le domaine des gros avions. Apparition également d'un hydravion d'un autre type, le B-12AM, un B-10 transformé et adapté à la surveillance côtière. Ce prototype, défendu par le général Andrews, fait froncer les sourcils une fois de plus à la marine, toujours aussi pointilleuse. Début 1934, l'armée décide de remplacer son B-10 et lance un appel d'offres pour un appareil capable de transporter 2 fois plus sur une distance 2 fois plus longue. Les prototypes devaient être réalisés aux frais des constructeurs en compétition. Boeing, qui était à court d'argent, doit faire face à un dilemme. D'un côté, son XB-15 et sa voilure qui existe est un avantage. Mais d'un autre côté, sa configuration quadrimoteur, considérée à l'époque comme plus coûteuse et moins maniable, est un handicap.
Mais en combinant les caractéristiques de son 247, un avion de ligne réussi, et les enseignements tirés du développement du XB-15, Boeing réalise un avion facile à piloter, car le supplément de puissance de ses moteurs sert à augmenter non pas sa taille, mais ses performances. Après des essais prolongés et toute une série de modifications, ce prototype deviendra le Boeing 299. Boeing, sûr d'être en avance sur ses rivaux, décide d'emprunter de l'argent pour construire son prototype. Par crainte de l'espionnage industriel, ce projet était gardé encore plus secret que les autres. Convaincu et certain de la supériorité de sa conception, Boeing ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et prend 11 mois pour le construire. Le 11 mai 1935, l'avion mystérieux sort de son hangar. Il apparaît tout de suite comme le bombardier le plus moderne jamais construit. Il pouvait transporter 2,5 tonnes de bombes sur plus de 3000 km à plus de 300 km/h. Il était armé de 5 mitrailleuses. C'était le premier d'une nouvelle race d'appareils. Jusque-là, Boeing avait la certitude que son 299 était le meilleur. À l'issue de son premier vol, cette certitude devient réalité. Le 20 août 1935, le Boeing décolle en direction de Dayton, le lieu de la compétition. Ce voyage de 3200 km, il va le faire dans le temps extraordinaire pour l'époque, de 9 heures, c'est-à-dire plus vite que n'importe lequel des avions de chasse de l'époque. Sans se poser trop de questions sur le niveau de performance de ces avions de chasse, l'Air Force va se montrer très intéressé par le nouveau gros bombardier Boeing. Les deux autres prototypes en compétition étaient tous les deux des adaptations d'appareils existants. Le Martin B-12 était une variante du B-10 et le Douglas B-18 avait pour base le DC-2. Le 299 Boeing leur était de loin supérieur. Le B-18, solide comme son prédécesseur, aura une carrière sans histoire. À l'éclatement du conflit, il est dépassé. On en fait un appareil de lutte anti-sous-marine. Il servira pendant la guerre à la surveillance des côtes américaines. Au début de la compétition, le modèle 299 prend le nom de B-17. Les essais se déroulent devant toutes les huiles de l'état-major et le B-17 passe sans problème ses premières épreuves.
Mais c'est alors que va survenir le désastre. Avant un décollage, un pilote oublie de déverrouiller les commandes et enlise son 299. C'était le seul construit, il n'y avait pas d'appareil de rechange. Boeing est incapable de participer à la fin des essais. L'Air Corps aura beau répéter qu'il préférait le B-17 malgré son accident, l'état-major intervient et le B-18 remporte la compétition par défaut. Mais les cris poussés par l'Air Corps auront tout de même servi à quelque chose. Une commande de 13 Boeing, nom de code YB-17. Les ingénieurs vont reprendre leur plan pratiquement à zéro et modifier très profondément leur dessin original. Il leur faudra 11 mois de plus pour fabriquer leur premier prototype qui mesurait 2 mètres de plus et pesait 1 tonne plus lourd que le 299. Le nombre d'exemplaires à fabriquer, 13, était si petit qu'ils seront pratiquement faits à la main. Les technologies les plus modernes cohabitaient avec des méthodes qui avaient plus à voir avec la construction de voitures d'enfants que celles d'avions. Dès que l'armée reçoit ses forteresses, le général Andrews commence à lui mener la vie dure et à tout faire pour développer son Air Corps en se servant de l'opinion publique. En mai 1938, le général Andrews, par goût de la contradiction ou simplement de la publicité, fait intercepter à 800 milles au large le paquebot italien Rex. L'interception est un succès, la Navy est furieuse de cette intrusion dans son domaine et fait prendre des mesures interdisant à l'Air Corps d'intervenir au-delà de 100 milles des côtes. Cette affaire a aussi coûté sa place au général Andrews. Curtis Limay, l'officier mécanicien de l'avion qui a intercepté le Rex, a lui aussi joué un grand rôle dans l'histoire du B-17 et dans l'élaboration de la théorie du bombardement stratégique. Après le B-17, il y a eu le B-17B qui pesait 1500 kg de plus et volait 65 km/h plus vite. Son armement différent et d'autres modifications sont le reflet de l'évolution incessante du B-17 tout au long de sa vie. Désormais, ses moteurs sont turbo-compressés, ce qui améliore sa vitesse et son plafond limite. Après l'écrasement de la Pologne par la Luftwaffe au début de la guerre, toutes les réticences vis-à-vis d'un gros bombardier sont levées. Les premières forteresses à entrer en action seront les B-17C et B-17D livrés à la Grande-Bretagne, qui leur donnent le nom de forteresses 1 et 2. Les premières expériences britanniques ne sont pas concluantes, en particulier pour une question d'armement. Les ingénieurs de chez Boeing avaient prévu certaines des critiques britanniques. Le B-17E anticipe une bonne partie des modifications indispensables après les premiers combats, et sa queue arrière est redessinée. Le E est presque un nouvel appareil, il ne ressemble plus au B-17 d'origine.
Le B-17 est désormais hérissé d'une multitude de canons de 50 mm. Il y en a à l'arrière, sur les côtés, au-dessus, au-dessous et même à l'avant. En théorie, il peut se défendre contre n'importe qui. Mais seules les premières versions sont disponibles quand les États-Unis entrent en guerre après Pearl Harbor. D'un coup, le B-17 intéresse tout le monde. Avant, beaucoup n'en voulaient pas. Désormais, il était devenu vital pour les États-Unis. Sa production est réorganisée et ses usines automatisées quand les États-Unis se lancent dans l'effort de guerre. La mobilisation générale désorganise le travail et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les usines d'armement sont obligées d'employer un grand nombre de femmes. Pour travailler à l'étroit, dans des parties difficiles d'accès, on fait appel à des gens de petite taille. L'automatisation d'une bonne partie du travail, qui avant se faisait à la main, permet d'accélérer la production et d'atteindre des niveaux inconcevables jusqu'ici. Les 3 entreprises qui fabriquent des B-17 en produisent jusqu'à 130 par semaine. Il en sort 16 par jour de la seule usine Boeing de Seattle. Sitôt livrés à l'armée, ils sont mis en service. La plupart des B-17 commençaient par rejoindre l'Angleterre pour participer à la campagne de bombardement stratégique contre l'Allemagne nazie.
Les équipes au sol travaillaient en permanence sur les forteresses, faisant de leur mieux pour que ces missions soient des succès et que leurs équipages en reviennent vivants. Les opérations se déroulant à très haute altitude, les équipages avaient besoin de vêtements spéciaux contre le froid. Pendant qu'on étudie les paramètres d'une mission, les bombes sont rangées dans leurs soutes et les canons sont chargés avec des bandes de munitions déballées. Chaque homme se prépare et prépare son équipement. Les mitrailleurs ont un gilet pare-balles encombrant et laid, mais qui leur a souvent sauvé la vie. Un linguaphone inconfortable mais vital permet aux équipages de se parler, en particulier quand ils ont leur masque à oxygène. Quand les B-17 remplis de bombes étaient en route vers l'Allemagne, la vigilance et l'habileté de leurs mitrailleurs étaient leur seule protection. En l'absence de triangulation radar, les premiers bombardements des B-17 reposaient sur leurs navigateurs de bord. Les premières opérations britanniques de nuit avaient manqué de précision. Les bombardements d'objectifs précis sont alors abandonnés au profit de bombardements de surface. Mais les États-Unis, qui bombardaient de jour, continuent d'attaquer des objectifs précis. L'idée que les forteresses pouvaient atteindre leurs objectifs et ensuite rentrer sans problème péchait par excès d'optimisme. On avait oublié que pour réussir une campagne de bombardement, il fallait commencer par maîtriser le ciel. Pendant la bataille d'Angleterre, c'est la maîtrise de leur espace aérien qui avait permis aux Britanniques
de repousser la Luftwaffe. Sans la protection de la chasse, les bombardiers alliés se retrouvaient dans la même situation que les avions de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre. Les Allemands contrôlaient leur espace aérien et leurs chasseurs mettaient en pièces les escadrilles de forteresses. Les Alliés ont dû stopper plusieurs fois leur campagne de bombardement. Le concept lui-même a failli être abandonné. Il est arrivé au cours de certaines missions que des escadrilles complètes soient abattues et les pertes ont atteint des niveaux très inquiétants. Beaucoup d'hommes ne doivent leur vie qu'à l'incroyable aptitude des B-17 à continuer de voler, même gravement endommagés. Un grand nombre d'appareils sont rentrés dans un état tel qu'ils sont directement partis à la casse, mais leurs équipages étaient sains et saufs. Pour contrer la domination allemande, 4 méthodes vont être utilisées avec plus ou moins de succès. D'abord, le général Limet change la formation en vol des forteresses. Il la resserre. Regroupés, les B-17 peuvent mieux se défendre. Ils pouvaient déclencher un tir simultané de 500 canons de 50 mm. Face à des B-17 en formation serrée, la tâche des chasseurs allemands était plus difficile et bien plus dangereuse. Le vol en formation serrée, en boxe, était très fatigant pour les pilotes. Il y avait plus de risques de collision et de tirs accidentels. Mais cette méthode a fonctionné. Les tirs groupés des B-17 en formation serrée ont provoqué un accroissement des pertes allemandes. Il est probable qu'à eux seuls, les B-17 ont abattu en Europe plus d'appareils ennemis que tous les autres avions américains réunis. Leurs mitrailleurs sont certainement les héros oubliés de cette guerre. Deuxième changement, l'installation d'une tourelle de tir frontale. À l'origine, cette tourelle en menton est rajoutée par Douglas aux B-17 qu'il construit pour leur permettre de faire face aux attaques de front de la Luftwaffe. Les résultats ont été immédiats. Cette tourelle avant sera montée sur les derniers B-17F et sur tous les B-17G.
Troisième développement, le B-40, un B-17 transformé en avion d'escorte. Il dispose de doubles canons de 50 mm sur le côté et d'une tourelle supplémentaire au-dessus de son fuselage. À la différence d'un bombardier ordinaire, cet appareil est bourré de munitions pour ses canons, ce qui l'alourdit considérablement. Et après le largage de leurs bombes, les autres B-17 deviennent plus légers et plus rapides que leurs appareils d'escorte. Ce B-40 disposait d'une puissance de feu colossale, mais n'était pas un très bon avion d'escorte. C'est Lockheed, un des 3 constructeurs de B-17, qui les a presque tous fabriqués. Mais en fait, pour gagner la guerre en Europe, il fallait commencer par gagner le contrôle de l'espace aérien. La meilleure arme, un chasseur d'escorte à grand rayon d'action. Première tentative sérieuse des Alliés pour protéger leurs bombardiers avec un avion de chasse, le P-47 Thunderbolt, équipé de réservoirs largables. On essaye aussi dans ce rôle le P-38 Lightning, un bimoteur. Mais le premier à être efficace sera le P-51 Mustang. C'est probablement lui qui a permis de renverser le cours de la guerre. Ces 3 appareils ont tous joué un rôle. Ils avaient tous un grand rayon d'action, une bonne maniabilité et une grande puissance de feu. On les a surnommés les copains des bombardiers. Avant le jour J, avant qu'elle ne puisse se faire à partir de terrains situés en France, toutes les missions d'escorte se faisaient avec des réservoirs supplémentaires largables. Ces réservoirs étaient largués, ou bien quand ils étaient vides, ou quand l'avion devait s'alléger pour engager le combat avec un appareil ennemi. Mais pendant presque toute la guerre, et même équipés de réservoirs largables, les pilotes de chasse américains n'ont pu débarrasser le ciel des chasseurs ennemis que pendant la première partie des missions de bombardement. Pendant la dernière partie de leur vol, les B-17 étaient seuls. Il ne leur restait plus pour se protéger que la tactique Limet, le vol en formation serrée, l'habileté de leurs mitrailleurs et un peu de chance. Pendant la guerre, la DCA allemande a été presque aussi meurtrière pour les forteresses que ses chasseurs. La technique Limet de vol en formation serrée était efficace contre les chasseurs, mais pas contre la DCA allemande, bien au contraire. Les B-17 regroupés étaient une cible facile pour la DCA. L'approche finale est toujours la partie la plus délicate d'une mission de bombardement. À ce moment, l'avion se dirige droit sur son objectif, comme si son pilote automatique était branché. Il ne doit plus changer de cap, il ne peut plus compter que sur la chance. Au bout du compte, les campagnes de bombardement de B-17 ont eu une grande influence sur l'issue de la guerre. Comme prévu, ils ont paralysé les usines d'armement de l'Allemagne et détruit ses voies de communication. À la fin, la pénurie d'essence en Allemagne empêchait la Luftwaffe de faire voler le peu d'avions qui lui restaient.
Sur ces images, on voit très bien comment se passait un largage de bombes par un B-17. Même plus légers et plus rapides sans leurs bombes, les B-17 sur le chemin du retour étaient des proies faciles pour les chasseurs de nuit allemands. Ils n'avaient que leurs mitrailleurs pour se défendre. En dépit de leur qualité, les mitrailleurs étaient insuffisants contre les excellents chasseurs de nuit allemands. Pour ne pas trop les alourdir, les B-17 décollaient normalement avec seulement 500 obus par canon, un peu plus pour le mitrailleur de queue. Cela veut dire que chaque mitrailleur ne pouvait tirer que pendant 1 minute. Même en très mauvais état, les B-17 sont souvent arrivés à rentrer grâce à leur solidité. La première qualité du B-17 était peut-être sa capacité à encaisser un tir de DCA. Les dégâts subis par les B-17 n'étaient pas que d'origine allemande. Le vol en formation serrée a provoqué quelques collisions. Sur ces images, on voit le Helen Highwater qui vient d'être heurté par un autre B-17. Le mitrailleur de queue a eu beaucoup de chance. Juste avant le crash, il avait quitté son poste pour aller vérifier la roulette de queue. Beaucoup de B-17, trop abîmés pour être réparés, ont été utilisés par éléments pour construire d'autres appareils. C'était une façon de compenser les pertes. Autre utilisation des B-17 fatigués ou trop vieux pour être reconditionnés, leur transformation en bombes volantes. Ils étaient remplis de 10 tonnes d'explosifs et télécommandés à partir d'un avion mère ou pour cet essai à partir du sol.
Les B-17 ont aussi servi de plateforme de largage pour des bombes guidées. Pendant la guerre, les États-Unis étaient arrivés à se procurer des bombes volantes allemandes V1 non explosées. Les États-Unis ont procédé aux essais de leur propre version, qui ne sera d'ailleurs jamais utilisée. Les essais avaient lieu à partir de rampes au sol, ou plus souvent, pour une meilleure portée, à partir de B-17. La forteresse est un symbole de la guerre en Europe, mais c'est dans le Pacifique qu'on s'en est le plus servi. En fait, c'était le seul bombardier quadrimoteur quand la guerre a éclaté. Le B-17 a été utilisé à Midway, Rabaul et dans bien d'autres batailles contre les Japonais qui, comme les Allemands, n'avaient pas d'appareil équivalent en termes de rayon d'action, de capacité de charge et de multiplicité d'usages. Ces images extraordinaires nous permettent de voir comment un B-17 procède à une attaque à très basse altitude, à quelques mètres au-dessus de la surface de l'eau. Son pilote frôle sa cible avec un appareil conçu pour voler à très haute altitude. Cependant, le rayon d'action de la forteresse était insuffisant dans le Pacifique. Très vite, les B-24 Libérateurs, qui avaient un plus grand rayon d'action et des pilotes automatiques, ont assuré la plupart des missions de bombardement dans cette région. Le commandant en chef des Alliés dans le Pacifique, le général MacArthur, utilisait pour se déplacer plusieurs B-17 spécialement aménagés. Sur ces images, on assiste au chargement de ses bagages et de documents probablement top secrets à bord d'un de ces appareils sous la surveillance de ses aides de camp et de la police militaire. L'utilisation du modèle 299 comme avion de transport avait été envisagée bien avant la guerre, quand Boeing avait installé sa voilure et son empennage sur son Stratoliner. Ce premier avion de transport pressurisé jamais construit avait un fuselage différent, mais pour le reste, c'était un B-17. Il a été utilisé en grand nombre pendant toute la guerre. Ses 4 moteurs lui permettaient de traverser l'Atlantique avec peu de risque d'être attaqué. On n'a fabriqué aucun Stratoliner pendant toute la guerre car l'usine principale de Boeing, celle de Seattle comme celle d'autres constructeurs, était entièrement consacrée à la production de Fortress. Les connaissances acquises avec le Stratoliner avant la guerre sur la pressurisation à haute altitude ont servi à l'effort de guerre, mais sur un autre appareil. Bien avant la guerre, Boeing et l'armée avaient étudié les effets de la pressurisation, à la fois sur les équipages et sur les appareils, car un bombardier complètement nouveau était en projet. Cet appareil, le B-29, devait pouvoir voler beaucoup plus haut que le B-17, et la pressurisation était la seule solution pour échapper aux masques à oxygène, inconfortables et contraignants. Le B-29 Super Fortress représentait une nouvelle génération de bombardiers capables de traverser le Pacifique. Jusqu'à présent, la taille de cet océan avait mis le Japon à l'abri de tout bombardement allié. On a construit des milliers de B-29, 2 seuls suffiront à mettre fin à la guerre.
2 appareils qui allaient utiliser de nouvelles armes d'une puissance sans précédent. Après la guerre, la sophistication du nouveau matériel utilisé par l'Air Force atteint un tel degré que la poursuite de l'utilisation des B-17 paraît invraisemblable. Et pourtant elle s'est faite. Sur ces images, le général Limette, désormais sous-chef d'état-major pour la recherche et le développement, inspecte l'utilisation d'armes atomiques contre des cibles navales. Ces essais rappellent un peu l'interception du paquebot Rex par des B-17 avant la guerre. C'est un B-29 qui procède au largage sur un site d'essai dans le Pacifique. À l'époque, les résultats d'un tel tir étaient imprévisibles, on en savait très peu sur ce type d'arme. En même temps que le pilote et l'équipage du Super Fortress se préparent à larguer leurs bombes, d'autres préparatifs ont lieu en même temps à terre. Des B-17 transformés en drones, profondément modifiés et télécommandés à partir du sol décollent. Un B-17 utilisé comme avion-mer et avec à son bord les appareils de radiocommande va servir à envoyer les engins téléguidés vers le site des essais. Les drones et leur avion-mer s'approchent jusqu'à la limite de la zone d'essai, dans laquelle une vingtaine de navires vont être sacrifiés. Le B-29 procède à son approche finale au-dessus de son objectif, son bombardier ajuste son viseur. À quelques milles de là, des hommes de la marine s'apprêtent à assister à un spectacle horrible d'un nouveau genre. Quelques secondes après l'onde de choc, l'avion-mer envoie ses engins téléguidés dans le nuage atomique pour prélever des échantillons dans des récipients spéciaux. Les engins téléguidés, les drones peuvent pénétrer au cœur du nuage radioactif, ce qui serait dangereux pour un avion piloté. Ensuite, les drones reprennent la direction de leur base et l'avion-mer repasse les commandes au sol pour leur atterrissage. Une fois à terre, les drones sont pris en charge par une équipe de spécialistes qui doivent récupérer leurs échantillons dans un avion complètement contaminé. Les échantillons sont ensuite répartis et l'appareil est lavé au jet avec un matériel spécial. Les ingénieurs qui avaient conçu le modèle 299 n'avaient sans doute jamais imaginé que leur appareil serait un jour télécommandé. L'Occident avait eu du mal à obtenir le monopole de l'arme atomique et il va le perdre très vite. Ce sera le début de la guerre froide. À partir des années 50, les États-Unis ont passé leur temps à surveiller en permanence l'aviation soviétique qui était désormais en mesure de détruire les États-Unis. Pour répondre à une éventuelle menace de bombardement soviétique, les États-Unis disposaient de missiles sol-air.
Ces missiles, il a d'abord fallu les essayer. À nouveau, on utilise des B-17 sans pilote. À bord de son avion mère, l'opérateur surveille un écran de télévision sur lequel il voit le cockpit du drone qui va être sacrifié et prouver ainsi l'efficacité du missile sol-air. Certains sont sans doute tristes à l'idée que la forteresse a été utilisée comme cible après la guerre. Mais le B-17 avait été conçu pour être seulement un bombardier, et avec son espace intérieur très étroit, il ne pouvait pas servir à grand-chose en temps de paix. Devenus inutiles à la fin de la guerre, la plupart des B-17 ont fini à la case. Une telle fin a quelque chose de honteux, mais c'était peut-être celle qui leur convenait après tout, car ils avaient rempli les missions pour lesquelles ils avaient été conçus, et ils les avaient bien remplies. 5000 B-17 ont été perdus au combat pour un total de 12 000 produits. Le B-17 a été fabriqué par 3 constructeurs différents. Ses moteurs étaient faits par 2 autres sociétés dont Studebaker. Alice Chalmers, un fabricant de machines agricoles qui avait transformé son usine, produisait ses turbocompresseurs, et c'est un fabricant de soutien-gorge qui construisait ses nacelles moteurs. Le B-17 a rendu la victoire possible en Europe et on retrouve sur les générations suivantes d'appareils militaires et civils des progrès technologiques essentiels qu'il a été le premier à utiliser. Les quelques B-17 qui volent encore sont de véritables trésors. Il reste des avions de légende.